Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. En entrant avec moi en 4 épisodes dans les arcanes de la tuerie de Chevaline, en 2012 en Haute-Savoie, je vous promets une aventure passionnante. 4 cadavres, 10 ans d'enquête, des pistes plus convaincantes les unes que les autres. Et à la fin, on ne sait toujours pas qui a tué ces gens. Et si je suis en mesure de vous raconter cette histoire en détail, c'est grâce au formidable documentaire d'Imen Gouali et Brandon Kemet, Sans issue, qu'on peut voir sur Canal+, et bien sûr sur MyCanal, et à un livre des mêmes auteurs, qui paraît chez Plomb, Affaire Chevaline, révélation sur un crime parfait. Super travail donc, duquel j'ai tiré ce récit en 4 épisodes, débrief dans un autre podcast avec Imen Gouali. C'est parti pour le premier épisode que Nicolas Loupien m'a aidé à écrire. Réalisation Boris Pachinski. Europe 1. Christophe Ondelatte. Aujourd'hui, 5 septembre 2012, c'est la rentrée scolaire. Dans la région du lac d'Annecy, il fait très beau, dans les 20 degrés. William Brett Martin, un néo-zélandais de 53 ans qui a une maison de vacances pas loin du lac, décide, comme presque tous les jours quand il est là, d'aller faire du vélo. Il enfourche son VTT. Il roule vers Chevaline, un petit village haut-savoyard typique, d'à peine 200 habitants. Il connaît bien l'endroit, Brett Martin. C'est l'une de ses routes fétiches. Quelques chalets, une route domaniale qui s'enfonce dans les bois, et au bout, la montagne. Brett peine dans la montée. À un moment, il voit arriver un autre cycliste sur la gauche. Un gars sur un vélo de course avec un haut rouge et un fuseau noir. Il va beaucoup plus vite que lui. Et très vite, il le perd de vue. Un peu plus tard, il croise un homme âgé, vélo à la main. Et là, il est dépassé par une voiture, une BMW rouge, ou Bordeaux. Il ne remarque pas sur le moment qu'elle a des plaques anglaises. Juste après, il voit un 4x4 vert, genre voiture de forestier, qui arrive à toute berzingue en sens inverse, et qui le frôle. Qui le frôle de si près qu'il est obligé de faire un écart sur le bas-côté. Et puis 5 minutes plus tard, il voit un motard arriver en face. Un motard qui descend tranquillement la route forestière. Et au même moment, il aperçoit au loin un parking. Le parking du Martinet. Le break BMW rouge qu'il a doublé tout à l'heure est là, garé sur la gauche. Son moteur tourne à plein régime. Ses roues patinent dans le talus. Et là, il voit une petite fille d'environ 6 ans, juste devant la voiture. Elle titube et puis d'un coup, elle vacille. Et elle tombe, en poussant un cri. À ce moment-là, Brett voit un vélo noir par terre juste à côté, sur la droite. Alors il dépasse la BMW. Et là, il voit le cycliste qu'il avait dépassé, sur le dos. Il ne bouge pas. Sa tête est à quelques centimètres des roues de la BM. Il pense tout de suite à un accident. Alors il descend de son vélo. Il s'approche de la petite fille. Il prend son pouls. Son cœur bat encore. Alors il la soulève, il la porte jusqu'au parking, loin de la voiture, dont le moteur continue de hurler. Et puis il la place en position latérale de sécurité. Et après il va s'occuper du cycliste. Il l'attrape sous les bras pour l'éloigner, lui aussi de la voiture. Il voit ses yeux, ouverts, et son regard fixe. C'est trop tard. Lui, il est mort.
Alors là, il va vers la voiture qui vrombit toujours. Ils sont 3 à l'intérieur, inanimés. C'est le conducteur, dont le pied appuie si fort sur l'accélérateur. Il y a un trou dans la vitre. Il finit par la casser. Il passe son bras à l'intérieur. Et il tourne la clé pour couper le moteur. Et là, il se dit, ça ne peut pas être un accident de la route. Brett Martin sort son portable pour appeler les secours. Zut, pas de réseau. Alors il remonte sur son vélo pour descendre vers le lac. Il pédale quoi 500 mètres. Et là il tombe sur un Citroën Berlingot, un guide de haute montagne, qui part en randonnée avec 2 amis. Il lui fait signe, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il y a eu un mort un peu plus haut. Faut pas monter. Faut appeler les secours. Et c'est le guide qui appelle les pompiers. Ouais, on est à Chevaline, dans la Combe de Lyre. Je suis avec un monsieur qui redescend à vélo, là, il vient de nous dire qu'il y a une voiture avec 4 personnes, dont 3 qui seraient mortes. Et un enfant. Un enfant à côté, oui. Le monsieur pense qu'il serait encore en vie. Dès qu'il raccroche, le guide qui s'appelle Philippe et Brett, le cycliste, décident de monter ensemble vers le parking. Pour la petite fille, pour essayer de la sauver. Quand ils arrivent sur place, ils trouvent la gamine allongée sur le ventre. Ils la voient lever la tête, et puis sa tête retombe. L'impression qu'elle vient de mourir. À ce moment-là, il se passe quelque chose d'un peu surréaliste. Philippe, le guide de haute montagne, regarde la voiture. Il note tout de suite qu'elle a des plaques anglaises. Et puis il regarde les 3 morts dedans. Et il voit les impacts de balles dans leur tête. Et il se dit, le cycliste là, Brett, pourquoi est-ce qu'il m'a dit que c'était un accident et pas que c'était un meurtre? Puisque je le vois, moi. Il a dû le voir, lui. Pourquoi est-ce qu'il ne m'en a pas parlé? Et si c'était lui qui avait tué tous ces gens? Il est derrière moi, putain. Il est derrière moi. Il est en train de me mettre en joue, j'en suis sûr. Je vais y passer. Je vais y passer. 1, 2, 3. Et là, d'un coup, Philippe se retourne et bam! Il en balance une à Brett. Il ne l'atteint que légèrement au menton, heureusement. Brett hurle. Non, 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 c'est pas moi! La tension retombe. Il se tourne la main. Il devrait plutôt s'occuper de la fillette. Elle a du sang sur le visage et du sang sur les mains. Beaucoup de sang. Allô, PC pour Brigade de Saint-Joriot. Parlez, Brigade de Saint-Joriot. Tout le monde est mort, hein. Bien reçu. Et là, l'un des pompiers qui vient d'arriver crie « Elle ventile !» Elle a bougé légèrement. Elle a même ouvert les yeux. Il la hisse dans l'ambulance. « What's your name? »« Zayem. »« How old are you? »« 7 years old. » Elle a 7 ans. Elle dit s'appeler Zayem. Elle vit en Angleterre. Et elle est évacuée en hélicoptère vers l'hôpital de Grenoble. La couleur de leur peau, les vêtements à l'orientale de la plus âgée. Ce sont peut-être des Anglais, mais sans doute d'origine étrangère. Bon, ok. Allons voir le cycliste. Le cycliste, c'est un quadragénaire, sportif. Et comme les occupants de la voiture, il a essuyé plusieurs coups de feu. Vers minuit, un homme vient signaler à la gendarmerie que ses voisins de camping ne sont pas rentrés. Je trouve ça bizarre. Tous les soirs, ils rentrent à la caravane. Et là, ils sont pas là, quoi. Et comme ils ont une BMW Bordeaux et qu'il y a eu ces meurtres-là à Chevaline, moi, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux? Ben, ce sont des Anglais. Le père, sa femme, une dame
plus âgés, et puis 2 petites filles qui doivent avoir, je dirais, 4 et 7 ans. 2 petites filles. Mais alors où est la deuxième? L'info est immédiatement transmise aux gendarmes sur place. Ils reviennent vers la voiture. Ils se penchent. Et là, ils voient quelque chose bouger entre les jambes de la passagère, qui est à l'arrière droit. Et une petite tête apparaît, à moitié cachée par la jupe. 8 heures. Ça fait 8 heures que cette fillette est là, immobile, à attendre sous les jupes de sa grand-mère. What's your name? Your name? Sina. Ok. Come with me, Sina. Come with me. Un gendarme la guide tout doucement hors de la voiture. Et évidemment, il lui met la main sur le visage pour qu'elle ne voie pas les cadavres. Ça y est, grâce à la coopération internationale, la famille est identifiée. Lui s'appelle Saad Al-Hili. Il est d'origine irakienne. Les 2 passagères sont sa femme, Iqbal, et sa belle-mère. Les 2 petites filles de 7 et 4 ans s'appellent Zainab et Zina. Bon, ils habitent à Claygate, dans le sud de Londres. Village assez chic, d'après ce qu'on m'a dit. Il paraît que le chanteur Cliff Richard habite là-bas. Et pas mal de joueurs de l'équipe de Chelsea, tu vois le genre. Donc tout ça pour dire que c'était plutôt des bourgeois. Lui était ingénieur et sa femme dentiste. Et voilà quoi, bien que plutôt aisés, ils passaient leurs vacances en caravane. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'ils venaient dans le camping près du lac. Quant au cycliste, Sylvain Mollier, en ce début d'enquête, on se dit qu'il s'est sans doute trouvé là au mauvais moment, que c'est une victime collatérale du meurtre de la famille Al-Hili. Zainab et Zina, les 2 petites survivantes de la tuerie, sont prises en charge dans 2 hôpitaux différents, sous bonne garde, au cas où le tueur voudrait finir le travail. Impossible pour l'instant d'interroger Zainab. Il a fallu l'opérer plusieurs fois et puis la plonger dans un coma artificiel. La petite Zina, elle, physiquement ça va. Mais les psychiatres parlent de dévastation psychologique. Elle est très traumatisée. Quand elle est arrivée ici, nous l'avons sédatée pour qu'elle se repose. Mais depuis qu'elle a ouvert les yeux ce matin, elle est totalement perdue. Elle pleure beaucoup. Le consulat du Royaume-Uni à Marseille nous a envoyé quelqu'un pour s'en occuper et pour assurer la traduction, parce que bien sûr, elle parle pas français. Une interprète. Ça tombe bien, parce qu'évidemment, les gendarmes veulent l'entendre, maintenant. Elle n'a que 4 ans, mais elle peut peut-être aider l'enquête. On était parti faire une promenade. Papa, il s'est arrêté sur un parking. Il est descendu avec ma sœur. Et c'est là, la chose, elle s'est passée. La chose. Mais pour le reste, elle n'a rien vu. Rien sur le ou les tueurs. En revanche, à son réveil de coma, sa grande sœur Zainab fournit une information, une seule. Elle parle d'un bad guy, un homme mauvais, un sale type. Selon elle, il était seul. Vous vous doutez que la presse française et anglaise est à fond sur cette histoire. Ils sont des dizaines de journalistes à errer aux abords de Chevaline. Les tabloïds de Londres ont sorti le carnet de chèques, de quoi se payer un hélicoptère, par exemple, pour filmer la scène de crime d'en haut. La course au scoop est lancée. Et bien sûr, les journalistes commencent à s'intéresser à cette famille. Ils creusent, et ils finissent par trouver quelque chose.
Enfin, l'un d'entre eux finit par trouver quelque chose. Il s'appelle Tom Parry. Il est reporter au Daily Mirror. Son idée, c'est qu'un massacre comme celui-là ne peut pas toucher une famille normale, qui a forcément un secret à percer. Et un secret, il en trouve un, et pas des moindres. Ouais, salut. Ouais, c'est Tom. Dis-moi, tu peux me garder une place à la une? Et 2-3 pages à l'intérieur. J'ai du lourd. J'ai du très lourd. Ah bon? Quel genre? La femme de Saad Halili, Iqbal. Elle avait déjà été mariée, figure-toi, avec un Américain, un certain James Dudley Thompson. A priori, personne n'était au courant. Et surtout pas son mari, Saad. Et alors? Ça importe quoi cette enquête, ça? Attends. Tu vas pas le croire. Le premier mari, l'Américain, il est mort le même jour que son ex-femme, le 5 septembre, à Natchez, dans le Mississippi. Ils sont morts le même jour, à 8000 km de distance. Bon, alors bien sûr, les Amerlocs ont dit que l'ex était mort de mort naturelle, mais bon, c'est pas sûr, quoi. Ah ouais? C'est du lourd, en effet. Ça ouvre quelle piste pour toi? Eh ben, que les raisons du crime sont sans doute à chercher du côté de la mer. Ce scoop du Daily Mirror est une bombe dans l'enquête. Première chose à éclaircir, la mort de l'ex-mari américain de madame est-elle vraiment accidentelle? Qu'en dites-vous, messieurs du FBI? Il est mort d'une apparente crise cardiaque. Apparente? Pourquoi apparente? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'autopsie? Les Français demandent qu'on exhume le cadavre. Mais le FBI refuse. Pas de raison de douter de la mort naturelle. La piste du mari secret et de ses morts étrangement simultanées se referme. En parallèle, la police anglaise décide de perquisitionner la maison familiale de Claygate en Angleterre. Ça dure plusieurs jours. Chaque recoin de la maison est scruté. Et soudain... Merde, ok, on évacue tout le quartier, vite. Les enquêteurs viennent de tomber sur des substances chimiques, inquiétantes, probablement des explosifs. Et comme les victimes sont des Irakiens, vous voyez le rapprochement moisi. Mais finalement, il n'y a rien d'explosif. Juste des produits chimiques pour fabriquer des prothèses dentaires. On rappelle que madame était dentiste. Mais cette perquisition n'est pas inutile du tout. Du tout. Car les policiers ont découvert des cachettes. Et dans ces cachettes, des documents. Des documents qui, dans le cadre de la succession de leur papa, révèlent un conflit entre Saad, le mort, et son frère Zaïd. Leur père est décédé il y a 1 an, de vieillesse. Il était riche, très riche, entrepreneur brillant, il avait des élevages de poulets, une usine de papier, une autre de briques. Et depuis qu'il est parti, ses 2 fils se déchirent. Bon, ce qu'on comprend dans les documents, c'est que Saad a commencé à soupçonner son frère de vouloir capter tout l'héritage. Et il a découvert l'existence de 2 testaments. Donc le premier qui organisait un partage équitable entre eux, et puis un second testament dans lequel le père donnait tout à son frère Zaïd. Et à partir de là, Saad en est arrivé à haïr son frère Zaïd. C'est clair à la lecture des documents. Et il s'est mis à accumuler des éléments contre lui. Il voulait faire tomber son frangin, quoi. Et maintenant, il est mort. C'est une sacrée piste, celle de la vengeance familiale. Pour vous dire à quel point Saad était en colère contre son frère, il avait emporté avec lui en vacances, dans la caravane, tout un tas de documents que les gendarmes ont retrouvés sur place. Cette lettre, par exemple, qu'il a écrite à Zaïd. « Tu as élaboré un faux testament tendant à m'exclure de tous les biens de notre père. À partir de là, j'ai recueilli des preuves. J'en sais plus que tu ne crois.
je te conseille de ne rien faire de stupide. Il a écrit cette lettre à son frère et il est mort d'une balle dans la tête. Zaïd, le frère, est donc interrogé par la police anglaise. Oui, on avait un différend. Mais je lui ai proposé une solution qui était en sa faveur. Je ne l'ai jamais menacé. Les problèmes, ils étaient dans sa tête, Assad. Ouais, ils étaient dans sa tête. Et voilà. Pour les Anglais, il n'y a pas de preuve. Et en Angleterre, quand il n'y a pas de preuve, ça s'arrête là. Les gendarmes français sont furieux. Eux, ils l'auraient mis en garde à vue, même sans preuve. C'est comme ça que ça marche chez nous. Cela dit, le blocage côté Rosbif ne dure pas longtemps, car les Français ont trouvé un élément très troublant concernant le frère, Zaïd. Bon, alors j'ai regardé en détail sa facture de téléphone, il y a quand même un truc bizarre. 3 semaines avant la tuerie, il a plusieurs échanges téléphoniques avec la Roumanie. Parfois c'est lui qui appelle, parfois on l'appelle de Roumanie. Et puis à partir du 5 septembre, qui est le jour du drame, plus rien. La Roumanie, tu vois à quoi je pense? À un tueur à gages. C'est à ça que pense le gendarme. Zaïd a très bien pu recruter un tueur à gages en Roumanie pour dézinguer son frère et toute sa famille. Ce qui réglait la question de l'héritage. Les Anglais finissent donc par accepter de le placer en garde à vue. Et ils posent sur la table un nouvel élément bien embêtant pour lui. Nous avons trouvé ceci, monsieur. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un procès-verbal de policiers qui raconte qu'ils sont intervenus chez vous, il y a 1 an, pour mettre fin à une dispute, on pourrait même dire une bagarre, entre vous et votre frère, Saad. Et là, il est bien obligé de reconnaître que oui, ça s'est envenimé avec Saad, mais pas plus. Il maintient qu'il n'a jamais rédigé de faux testament. Et par ailleurs, j'étais en Angleterre au moment du drame. J'étais à Brighton avec une amie. Vous pouvez lui demander. Les policiers trouvent mieux que ça. Une caméra qui le filme à son hôtel à l'heure du crime. Et la Roumanie, du coup? La Roumanie, c'est compliqué. Les appels ont été passés depuis des téléphones prépayés. Pas de nom à mettre derrière. Bon on en reste là. Alors, Zaïd est libéré, et 6 mois plus tard, il est blanchi. La piste du frère se referme. Il fallait s'y attendre. Une autre piste s'ouvre qui mène en Irak. Les parents de Saad, le mort, et de son frère Zaïd, ont quitté l'Irak dans la précipitation en 1970. Saddam Hussein venait d'arriver au pouvoir. Le père, riche homme d'affaires, s'est senti en danger. Alors il a préféré se réfugier avec toute sa famille en Angleterre. Mais il a laissé une petite fortune là-bas. Son élevage de poulets industriels, son usine de mouchoirs en papier, et aussi une belle maison, bien placée, dans ce qu'on appelle la zone verte de Bagdad, le quartier le plus sécurisé de la capitale. Et ce qu'on découvre, c'est que quand le régime de Saddam est tombé, son fils, Saad, le mort, a voulu y retourner pour fouiner, pour savoir s'il pouvait récupérer tout ou partie de la fortune familiale. C'était en 2004, il y a 8 ans. Il y a passé 1 mois. Et d'après ce que raconte son copain Dan, à son retour, ça a été chaud, très chaud. Mais d'abord, il a voulu récupérer la maison, mais elle était squattée. Le gars n'a pas voulu partir, quoi. Et après, il s'est intéressé aux usines que son père avait confiées à ses frères. Et il s'est aperçu que les frères, ses oncles donc, n'avaient aucune intention de les lui rendre, quoi. Il leur a donné un ultimatum, mais d'après ce qu'il m'a raconté, rien s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait dérangé beaucoup de monde là-bas. Des gens qui avaient intérêt à ce qu'ils disparaissent. Et sa femme et ses filles avec. Plus d'héritiers, plus de problème. Ça, c'est une sacrée piste. Mais bien sûr, hors de question pour les gendarmes français d'aller enquêter en Irak.
en 2012. Autre piste liée à l'argent. En étudiant son téléphone, on s'aperçoit que Saad a téléphoné au Crédit Agricole en Suisse 2 jours avant sa mort. Car Léa Lily avait un compte là-bas, 1 million d'euros. Le secret bancaire suisse était sur le point de tomber. Et s'il était allé en vacances en Haute-Savoie, juste pour aller vider in extremis le compte en banque. Mais à propos, d'où venait cet argent ? D'où venait ce million ? Est-ce que le père n'avait pas siphonné cet argent à l'État irakien ? Comment voulez-vous vérifier tout ça depuis la France ? Encore une piste qui sera ferme. Si vous avez bien suivi depuis le début, il y a un élément qui n'a pas encore été exploité. Vous vous souvenez que quand le cycliste Brett Martin roulait vers les lieux du crime qu'il allait découvrir quelques minutes plus tard, il a croisé un 4x4, genre voiture de garde forestier. On vient de retrouver le conducteur. Il travaille à l'Office national des forêts. Quand je suis passé devant le parking où a eu lieu le crime, je suis formel. Il était vide. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que juste après, j'ai croisé une voiture. J'ai croisé une BMW X5 de couleur bleu nuit. Ouais, bleu nuit, je dirais. Le type roulait à toute berzingue. Il a failli me rentrer dedans. Et c'était une conduite à droite, comme en Angleterre. Et le conducteur, vous êtes capable de le décrire ? Oui. Des cheveux courts, un peu dégarnis. Le visage vachement marqué. C'est-à-dire, pas des cicatrices, mais je dirais des points sur le visage. Peut-être des taches de rousseur. Les gendarmes vérifient. Un 4x4 BMW X5 a bien pris un ferry à Douvres sur la côte anglaise la veille du crime pour rejoindre la France. Il est sorti au péage de Viry, en Haute-Savoie, à 60 km de Chevaline. Le conducteur a été identifié. Il se prénomme Ahmed. Sauf qu'à l'heure du crime, son téléphone le situe en Italie. Je vous la fais courte, cette piste ne mène à rien. Parmi les pistes, il y a aussi une altercation la veille du crime entre Saad, le mort, et un drôle de voisin au camping. Le type avait la peau basanée, et il était trop bien habillé pour un campeur. Mais il n'a jamais été identifié. Autre piste. Dans le Nord, un détenu de la prison de Maubeuge raconte que l'un de ses compagnons de cellule lui a dit qu'on lui avait proposé un contrat pour liquider quelqu'un et que le commanditaire était irakien. Mais la piste se dégonfle comme toutes celles qui vont suivre. Il y en a un dont on n'a pas encore parlé. Celui qui depuis le début est considéré comme un dégât collatéral de la tuerie. Le cycliste Sylvain Mollier. Il n'y avait pas grand monde à ses obsèques. La presse ne s'est pas beaucoup intéressée à lui. Et pourtant, il a pris 5 balles, dont 2 en pleine tête. Et si c'était lui, la cible du ou des tueurs? La question finit par se poser parce que figurez-vous que d'après les experts de la gendarmerie, il se pourrait très bien qu'il soit mort en premier. Bon, je t'explique. Sur le corps du cycliste, on a ce qu'on appelle des traces de ripage. Autrement dit, il a été traîné par la voiture. Et d'ailleurs, on trouve des traces de son sang sur le bas de la caisse du véhicule. Ce qui veut dire que quand il a été percuté par la BMW des Anglais, il était déjà au sol. C'est quasi certain. Ça change tout. S'il était déjà par terre quand les Anglais arrivent, alors peut-être que Saad Halili et sa famille ont assisté à son meurtre. Et que c'est pour ça qu'on les a tués eux aussi, pour supprimer des témoins. Rien de plus. Alors est-ce qu'il y avait quelque chose qui dépassait dans la vie de ce Sylvain Mollier ? Quelque chose qui puisse expliquer qu'on l'ait assassiné ? Eh bien, son métier, peut-être.
Bon, le gars travaillait dans le nucléaire, chez Césus. C'est une filiale d'Areva qui est spécialiste, écoute bien, du zirconium nucléaire et du titane. Bon, sauf qu'on s'est renseigné, il n'était pas scientifique, il n'était pas ingénieur, il était ouvrier soudeur. Donc il n'avait aucun accès à des informations confidentielles. Ah, on vérifie quand même ses comptes bancaires, aucun mouvement suspect. Mais il reste que c'est lui qui a pris le plus grand nombre de balles, 5. Alors que Saad et sa femme en ont reçu 4. Et la grand-mère, 3. Et la petite Zainab, une seule. 5 balles, dont 2 en pleine tête. Pan, pan, comme des coups de grâce. Comme une exécution. Ou alors, comme une vengeance. Il paraît qu'il avait des maîtresses, ce cycliste. Un mari jaloux, peut-être. On en trouve un. Il s'appelle Nicolas. C'était le meilleur ami de Sylvain Mollier. Sauf que l'autre lui a piqué sa femme lors d'un voyage du comité d'entreprise de Césus en Italie. Et alors, d'après ce qu'on nous a dit, ça a été le coup de foudre avec Mollier, si bien qu'en rentrant, ils ont commencé à se voir en cachette. Et puis finalement, elle a fini par quitter son Nicolas pour Sylvain Mollier. Donc évidemment, on peut imaginer que le Nicolas l'a eu mauvaise. Ils jouaient dans la même équipe de foot, figure-toi. Et puis c'était vraiment les meilleurs amis du monde. D'après ce qu'on m'a raconté, ils s'adressaient plus la parole. Ils se disaient même plus bonjour. Et ça s'est ressenti à l'usine. La hiérarchie a dû intervenir. Alors, les gendarmes placent le Nicolas sur écoute. Et un jour, il raconte au téléphone à un de ses amis que les gendarmes le soupçonnent. Et il ajoute... Ah ils ont bien vu que j'étais un déglingo, de toute façon. Un déglingo ? Du genre qui zigouille le nouveau compagnon de sa femme ? Non. De l'avis de tous, c'est un gentil gars. C'est un chic type. Il n'y connaît rien aux armes. Son casier judiciaire est vierge. Et puis il n'est pas du tout sûr qu'il avait beaucoup de ressentiment à l'égard de Sylvain Mollier, qui lui avait piqué sa chérie. Parce que depuis, il avait rencontré une autre femme, Audrey. Mieux, ils se sont mariés quelques semaines avant le drame. Ça n'est pas lui qui a tué le cycliste. Les gendarmes en sont à peu près sûrs. Mais pour autant, le mystère Mollier reste entier. Il a quand même pris 2 bastos au milieu du front. Bon, depuis le début, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est intriguant. C'est qu'est-ce qu'il fichait là-bas avec un vélo de course. Non, parce que la route, tu l'as vu, elle est pleine de nids de poules. C'est plutôt une route qu'on prend avec un VTT, tu vois. Alors on s'est renseigné pour savoir qu'il avait amené là, sur cette route, dans cette combe de lyre. D'autant que tout le monde nous a dit que c'était sans doute la première fois qu'il y allait. Il n'avait jamais fait de vélo dans le coin. Et alors, figure-toi que c'est son beau-père qui lui a suggéré d'aller par là. Thierry Schütz. Il est cycliste lui aussi. Et il y avait un problème entre eux. Oui, il y avait un problème. Et ça, les gendarmes le découvrent grâce à un article des journalistes anglais du Sunday Times. La famille de sa nouvelle petite amie ne l'aimait pas. Pour une raison pitoyable. Ils pensaient que leur fille, qui était pharmacienne, méritait mieux qu'un ouvrier dans le nucléaire, qui avait déjà 2 enfants, en plus. En plus, je t'explique. Le père Schütz était lui-même pharmacien. Et donc, il venait de céder sa pharmacie à sa fifi. Valeur, d'après ce qu'on m'a dit, dans les 1 million d'euros. Alors, naturellement, à l'avoir sentiché de Sylvain Mollier, ça leur a pas trop plu aux parents. Et donc, c'est lui, le père Schütz, qui dit à Sylvain Mollier, va faire du vélo dans la combe de lyre. Tu vois l'hypothèse ? Oui, on la voit, l'hypothèse. Le père Schütz est le tueur de son genre. Alors on lui pose la question, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur, le jour du crime ? Il dit qu'il est resté chez lui et qu'il a fait un footing. On regarde les déplacements de son portable. Tiens, impossible de le localiser entre 10h15 et 16h11. Donc pendant le crime, qui a eu lieu, pense-t-on, à 15h43. Sauf qu'il était chez lui à 16h11. Ça, on en est sûr. Les gendarmes ont mesuré. Il n'avait matériellement pas le temps de rentrer chez lui après la tuerie. Cela dit, il a peut-être fait appel à un tueur à gages. On en trouve un qui a le profil, figurez-vous. Un ancien légionnaire qui vit dans le coin. Et qui, et ça c'est intéressant, était avant en couple avec la sœur de Sylvain Mollier.
Profil idéal. Il connaît les armes, il en a 2, un Glock et un 357 Magnum. Il a l'habitude de la mort puisqu'il a fait la guerre, et il n'a pas de portable. Impossible de le localiser le jour du crime. Ça fait beaucoup. Alors les gendarmes l'interrogent, sans suite. Sauf que 2 ans plus tard, rebondissement, il se suicide. Il se tire une balle dans la bouche. Il ne supportait plus le soupçon qui pesait sur lui et il laisse des lettres sur la table basse. Je me suis senti humilié et traité comme moins que rien, mais je ne sais rien de cette histoire et mon geste n'est pas un aveu. Malheureusement, il n'avait pas compris qu'il n'était plus du tout dans le viseur des gendarmes. Pour eux, il n'était pas coupable. Et son supposé commanditaire, le beau-père, le père Schütz, non plus. Ils ont tout vérifié. Ni l'un, ni l'autre n'est dans le coup. Conclusion provisoire, Sylvain Mollier est vraiment une victime collatérale du crime. Ça n'est pas lui qu'on a voulu tuer, mais bien les Halili. Avec tout ça, le temps a passé. On est maintenant en 2016. Ça fait 4 ans. Un nouveau procureur vient d'être nommé à Annecy, une femme. Et un nouveau juge d'instruction, le 7e, vous entendez, le 7e depuis la tuerie. Mettez-vous à leur place. Ils ne connaissent rien à l'affaire. Le dossier qu'ils trouvent sur leur bureau fait 70 tomes. Une montagne. Il va leur falloir des mois pour l'éplucher. Et ils auront en parallèle d'autres dossiers. Heureusement que les gendarmes sont là pour les briefer. Parce que l'avenir est laborieux. Toutes les pistes ont échoué. Il faut tout reprendre à zéro. Repartir de la scène de crime. Et donc, tous les témoins du premier jour redeviennent des suspects. Comme le dit la nouvelle procureure, premier à avoir vu mort, souvent dernier à avoir vu vivant. Et qui est le premier à avoir vu les morts? Je vous laisse réfléchir pour voir si vous suivez. Qui a découvert le drame? William Brett Martin, le cycliste néo-zélandais. Et si c'était lui le meurtrier de Chevaline, ça serait pas la première fois qu'un tueur participe à l'enquête. William Brett Martin est un ancien pilote de la Royal Air Force de Nouvelle-Zélande, un militaire, donc. Déjà dans le contexte, c'est très intriguant. Vous vous souvenez que Philippe, le guide de haute montagne sur lequel il est tombé en allant chercher des secours, l'avait trouvé bizarre, jusqu'à avoir peur et lui coller son poing dans la figure. Ce qui l'avait inquiété, vous vous souvenez de ça, c'est que Brett lui avait parlé d'un accident, alors qu'une fois sur place, il était évident que c'était un meurtre. Mais pas que ça. Il était incroyablement calme, quoi. Je veux dire, un truc comme ça, quoi, c'est bouleversant. Le sang, les yeux des gens ouverts. Lui, ça avait pas l'air de l'affecter beaucoup, quoi. Puis il y a un truc qui m'intrigue toujours. Il avait un sac à dos. Je suis pas sûr qu'on l'ait fouillé, moi. Moi, je pense que dedans, il y avait peut-être une arme. Et ce qui est aussi intriguant, c'est que 2 jours après le meurtre, il est rentré en Angleterre. Alors que les gendarmes lui avaient dit « Ne bougez pas, on aura besoin de vous ». Eh bien, il a changé son billet et il s'est cassé. Il dit que c'est parce qu'il avait peur des journalistes. Je compatis. Mais pourquoi diable a-t-il donné une interview à la BBC une semaine plus tard, alors? Il est bizarre. Vraiment bizarre. Mais au bout de tout ça, rien de sérieux ne le désigne comme le meurtrier. William Brett Martin sort de la liste des suspects sérieux. C'est une histoire assez complexe, et je ne vous en voudrais pas si vous ne pouvez pas répondre à la question qui suit. Quel est le personnage présent sur les lieux du crime dont nous n'avons pas encore parlé? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Le motard. William Brett Martin dit qu'il a croisé un motard quand il montait à vélo vers le parking. Et les 2 ouvriers de l'Office national des forêts dans leur 4x4 vert l'ont vu aussi. On l'a vu. Et on lui a parlé. Parce qu'il roulait sur une portion de route qui est interdite à la circulation. Donc on lui a demandé naturellement de faire demi-tour, ce qu'il a fait.
On l'a eu dans le rétro, après jusqu'au parking à peu près. Et on l'a perdu de vue. Il s'est peut-être arrêté au parking pour garder le plan, quoi. Ils l'ont vu, au point d'être capable de tracer un portrait robot. De son visage, hein, parce qu'il avait un casque. Moustache, bouc, visage joufflu, 40-45 ans, dans les 80 kilos. Et un modèle de casque assez rare, un GPA modèle ISR. Le portrait robot a été diffusé 1 an après le massacre. Pas de retour. On a cherché à remonter jusqu'à lui par la marque du casque. Échec. Et ensuite, les gendarmes ont croisé les déplacements de 4000 téléphones portables dans le coin au moment des meurtres avec les images de la caméra vidéo du Crédit Agricole du village voisin. Et comme ça, ils sont arrivés à un homme, Marc, un entrepreneur lyonnais. Ce jour-là, il était venu dans le coin en moto pour un baptême en deltaplane. Il était bien sur les lieux. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'a rien vu et rien entendu. Oh ben non, rien du tout. Et vous dites que le crime, là, il a eu lieu sur cette route le jour où j'y étais. Je n'avais pas du tout réalisé. Et pourtant, il est le dernier à être passé devant le parking avant la tuerie. Et il ne se souvient pas non plus d'avoir vu la BMW des Halili, ni le vélo de Sylvain Mollier, alors qu'il les a forcément croisés. Pendant 10 ans, son dossier a été mis de côté. Les gendarmes se sont concentrés sur d'autres pistes. Mais là, d'un coup, en 2022, il est interpellé et placé en garde à vue. Eh ben non, il ressort blanc comme neige. L'idée, c'est qu'il est parti du parking 2 minutes avant le crime. Une piste se ferme, une autre s'ouvre. Celui-là, vous n'en avez jamais entendu parler. Il s'appelle John. Il est anglophone, il est né en Afrique du Sud et il habite pas loin de Chevaline. Et ce qui attire l'attention sur lui, c'est qu'un jour, en 2016, 4 ans après la tuerie, il est repéré par la douane parce qu'il se fait envoyer chez lui par colis UPS des armes et des munitions. Les douaniers enfoncent la porte de son pavillon un jour qu'il est absent. Mamma mia, la collection. 16 fusils d'assaut et pistolets mitrailleurs genre Uzi et Kalachnikov. 80 chargeurs, 13 000 balles de Kalash, 3 fusils et une carabine Mauser. Et toute une pièce aménagée en atelier de fabrication de munitions. Évidemment, les douaniers préviennent le procureur. Cette découverte est un tremblement de terre dans l'enquête. Moi, je crois qu'on est peut-être sur la bonne piste. Enfin. Il faut dire que le gars habite à 3 km à vol d'oiseau des lieux du crime. Il adore se promener dans les bois et la montagne autour de chez lui. Son père est un ancien barbouze qui a sévi en Afrique. Il est tireur sportif et il a un arsenal chez lui. Et en plus, son téléphone était étrangement éteint au moment du crime. Mais aucune de ces armes ne correspond à celle utilisée lors de la tuerie de Chevaline. Ça n'est sans doute qu'un collectionneur un peu fou. Bon, eh bien, qu'est-ce qui nous reste comme piste? Et si on en revenait à l'essentiel, à la pièce centrale de cette incroyable affaire, le pistolet, l'arme du crime. C'est un Luger, mais pas un Luger P08 allemand, un Luger P06 suisse. Bon, ça on le sait grâce à de minuscules fragments qui ont été relevés sur la scène de crime et qui se sont avérés, après passage par le labo, être des bouts de crosse. Des bouts de crosse qui s'étaient effrités. Moi je pense probablement lorsque le tueur a tenté d'achever la petite Zainab. Ça, ce qui est arrivé à Zainab,
Je ne suis pas encore rentré dans les détails, mais il faut le faire. Selon l'enquête, la balle qui lui a traversé l'épaule était probablement la dernière du chargeur, ou une des dernières. Et l'hypothèse, c'est que comme elle n'était pas morte, il n'a pas pris de temps de recharger, et il l'a frappée à coups de crosse. C'est une scène assez éloignée d'ailleurs des autres crimes. C'est plus barbare, c'est moins froid, c'est moins pro. Mais revenons à l'arme du crime, un Luger P06. Entre le début du XXe siècle et le tout début des années 50, la Suisse en a fabriqué 90 000 exemplaires. Il a notamment été utilisé par la gendarmerie française jusqu'en 1949. C'est très très rare, les crimes commis avec une arme ancienne. Un tueur, un pro, utilise du 9 mm, c'est de base, ou alors du 11-43. Mais très rarement une pétoire vieille de plus d'un siècle. Dans le chargeur d'un Luger P06, il y a 8 balles. La scène de crime révèle que 21 balles ont été tirées le jour de la tuerie. Le tueur avait donc au minimum 3 chargeurs. 3 chargeurs approvisionnés. C'est beaucoup. Le type était très déterminé, acharné dans sa volonté de tuer. Et au passage, notez qu'avec 3 chargeurs, c'est plusieurs personnes qu'il voulait tuer. Donc pas le cycliste, mais plutôt la famille Halili. Une fois l'arme du crime identifiée, les gendarmes partent sur l'hypothèse d'un collectionneur d'armes. Et ils tombent sur le suspect. Parfait. Un ancien policier municipal qui a officié dans le coin et qui s'est fait virer pour faute grave. Il se remplissait des jerrycans d'essence avec la carte de crédit de la police. Et le pompon, c'est que le jour du crime, d'abord il était en congé et son téléphone le situe dans la zone du crime. Et cherry on the cake, son beau-père habite sur la route de la Combe de Lyre, à Chevaly. Et en plus, d'après ce qu'on dit, il est raciste et xénophobe. Donc il est arrêté et placé en garde à vue. Et on découvre qu'il a un Luger P06. Mais il nie être l'auteur de la tuerie. Moi, je suis un collectionneur, moi. Je suis pas un criminel. Et c'est peut-être vrai. En tout cas, il est relâché et mis hors de cause. Et c'est encore une piste qui se referme. Vu le sort qui a été réservé à la petite Zainab, les coups de crosse très violents qu'on lui a donnés, les gendarmes explorent aussi la piste d'un tueur fou, d'un malade. Alors on fouille les hôpitaux psychiatriques. Mais ça ne donne rien. Et ensuite, on cherche des similitudes avec d'autres affaires. Et là, avec succès. Bon, j'ai retrouvé une affaire de 2011, sur une aire d'autoroute près de Nancy, d'un type qui s'appelait Xavier Baligan. Il s'arrête donc pour aller aux toilettes, il laisse ses 2 fils de 5 et 7 ans à l'arrière de la voiture, et on lui tire dessus quand il descend de la voiture. 5 balles. Bon, les enfants dormaient, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu. On est d'accord que ça ressemble, hein. Et ça ressemble d'autant plus qu'il a été tué avec une vieille pétoire suisse. Alors pas un Luger P06, mais bon, une arme suisse quand même des années 30 et 40. Sauf que l'affaire n'a pas été résolue, et qu'elle demeure non résolue aujourd'hui. Voilà, c'est une affaire qui rend fou, hein, parce que je pense que ça vous a fait le même effet qu'à moi. Chaque piste est vraisemblable, mais à chaque fois, ça se conclut par un « oui, mais ». Est-ce qu'on connaîtra la vérité un jour? Peut-être, car le dossier a changé de main. Il pèse désormais 90 tonnes. On l'a retiré des mains des juges d'instruction de l'Annecy pour le confier à 3 juges du fameux pôle Cold Case. Bon courage, mesdames et messieurs les juges. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. J'en ai terminé aujourd'hui avec la tuerie de Chevaline en 2012 en Haute-Savoie. 4 cadavres et plus de 10 ans plus tard,
toujours pas de solution. Et c'est une histoire que je tire d'une série d'abord documentaire d'Iman Gouali et Brendan Kemet pour Canal+, et MyCanal, qui s'appelle Sans issue, et d'un livre paru chez Plomb des mêmes auteurs qui s'appelle Affaire Chevaline, révélation sur un crime parfait. Et c'est avec vous, Iman Gouali, co-autrice de ce livre et de ce documentaire, que nous allons débriefer cette histoire. Combien de temps est-ce que ça vous a pris d'explorer cette affaire pour en tirer donc cette série et ce livre? Bien écoutez Christophe, cela fait déjà quasi 2 ans en fait que je travaille sur cette affaire, en sachant que Brendan Kemet avait commencé l'enquête en amont encore, et qu'on a été rejoint pour la série documentaire par Camille Beauvier-Lapierre, avec qui j'ai travaillé sur la réalisation. Donc à 3, il vous a fallu 2 ans, quoi. Oui. Vous savez quand vous commencez où vous allez, ou vous êtes vous-même surprise en plongeant dans le dossier par les 1000 rebondissements de cette histoire? Non, en toute honnêteté, quand je commence, je ne sais pas où je vais. J'ai pour habitude de traiter des affaires déjà jugées, terminées, dont on connaît l'issue et qu'on peut analyser en commençant par la fin. Là, c'est un dossier qui est encore en cours. Il y a un nombre de pistes incalculables. En tout cas, moi, j'ai absolument pas la prétention d'essayer de résoudre l'enquête, mais c'est tentaculaire. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aborder toute cette affaire énorme sur laquelle on a beaucoup dit, beaucoup écrit, mais d'arriver à mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça et d'essayer de comprendre le déroulement de l'enquête, de l'instruction, et de comprendre pourquoi on en est là encore aujourd'hui, 11 ans après les faits. Alors, on reprend tout au début. Moi, j'avoue que dès le début, je suis un peu surpris que l'enquête ne s'intéresse pas au cycliste Brett Martin. Parce qu'on a quand même cette scène au cours de laquelle le guide de haute montagne, la Philippe, commence à le soupçonner. Je suppose qu'il a laissé entendre aux gendarmes lors de son interrogatoire qu'il l'avait quand même trouvé bizarre. Et puis, ça n'a pas l'air de les brancher, en tout cas au début. On verra dans le 2e épisode que si. Alors, il y a 2 choses. Il y a le fait que, effectivement, Philippe Bossy, qui arrive après ce cycliste anglais William Brett Martin, lui est accompagné de 2 femmes. Donc, il a d'autres témoins. Voilà, ça peut pas être lui. Néanmoins, ce premier cycliste qui arrive, il est anglais, il travaille pour la Royal Air Force. On se demande ce qu'il fait là. Bon, c'est quelqu'un qui maîtrise les armes, etc. Et surtout, c'est une affaire qui, je pense, a dépassé un petit peu tout le monde. Et on l'a pris tout de suite comme un témoin. Or, on sait tous que sur une scène de crime, les premiers témoins peuvent aussi être les coupables. Et il y a eu un certain nombre de manqués. En tout cas, au début de l'enquête. Au début de l'enquête. Parce qu'il va revenir dans le 2e épisode, Brett Martin. D'accord. Bah oui. Ben oui, forcément. On va finir par s'intéresser à lui. Oui. Exactement. Et on va se rendre compte qu'il y a de bonnes raisons de s'intéresser à lui. Absolument. De la même manière, l'idée que peut-être la victime initiale, ça serait le cycliste, et pas Lily, elle n'existe pas au début. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de parti pris des gendarmes qui disent le cycliste, c'est une victime collatérale, les gens qui étaient visés, c'est Léa Lily. Pourquoi ? Alors ça, je crois qu'on peut dire tous les deux, Christophe, vous et moi, on a travaillé depuis suffisamment d'années sur des affaires criminelles pour dire que c'est absolument inédit. Moi, c'est vraiment ce qui m'a heurté d'entrée de jeu. C'est-à-dire que c'est la première fois que sur une scène de crime, on décide que une victime était là par hasard, mais dès le soir même, et on l'annonce, et on le dit publiquement, etc. Et on décide de l'écarter. Or, ça n'existe pas dans une enquête criminelle. On prend tout en compte, on analyse tout, ensuite on trie. Et c'est vrai que... Alors, je ne suis pas en train de dire que peut-être il y a quelque chose du côté du cycliste. Néanmoins, on s'est peut-être un peu hâté, en sachant que les 48 premières heures sont souvent les plus importantes de ce genre d'enquête. Voilà. Et d'entrée de jeu, on a décidé qu'il était là par hasard. Pourquoi ? Allez savoir. J'ai bien ma petite idée, mais bon. On le regrettera plus tard et finalement on finira par se demander si ce n'est pas lui qui était visé à suivre dans le 2e épisode. La petite Sina, quand elle est interrogée par les gendarmes, elle laisse entendre qu'il n'y avait qu'un seul tueur. Et j'ai un peu l'impression que c'est une hypothèse qui va persister pendant toute l'enquête. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne cherche qu'un seul homme.
Alors oui, on ne cherche qu'un seul homme parce que la petite fille rescapée parle d'un seul méchant, elle dit le bad guy en anglais, et parce que, après moult expertises balistiques qui ont pu dire des choses contradictoires comme souvent malheureusement, on a conclu que toutes les balles étaient tirées d'une seule et même arme qui a été rechargée à plusieurs reprises, et donc s'il y a une arme, il y a un seul homme. Et comme les faits se déroulent dans un temps vraiment très 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 réduit, c'est terrible parce que c'est un massacre, il y a 4 morts, il y a une vingtaine de balles qui sont tirées, et tout ça dure à peine 1 minute 30. Donc on imagine mal qu'il y ait plusieurs tueurs dans la mesure où il n'y a qu'un seul calibre qui est retrouvé. Léa Lily, qu'est-ce qu'ils faisaient là, dans ce camping? Parce qu'on comprend vite qu'ils ont de l'argent, qu'ils vont en avoir encore plus puisqu'il est héritier, Saad. Et bon, avec nos lunettes à la noix, on se dit qu'est-ce qu'il fout dans un camping avec une caravane, avec l'argent qu'il a? Alors, je suis bien d'accord avec vous, sauf que il s'avère que les Anglais sont férus de camping, sont férus du lac d'Annecy et de sa région. Saad a acheté cette caravane, c'est pas la première d'ailleurs, c'est la deuxième, qu'il aménage. Les filles l'appellent Spotty, elles l'adorent. Il décide en toute dernière minute de prendre ses vacances parce qu'on est à quelques jours de la rentrée des classes en Angleterre et ils vont déborder d'ailleurs. Les fillettes pourront pas assurer la rentrée normale. Et on ne sait pas trop, voilà, il décide de partir. La belle-mère qui vient voir ses petites filles et du voyage aussi à la dernière minute. Ils vont dans ce camping. Ils vont dans un premier camping, puis un second. Il semblerait que ce soit parce que le premier ne prenait pas en charge une carte de fidélité, alors que, comme vous venez de le dire, il a les moyens. Et puis, voilà, ils vont dans ce camping. Et puis ce jour-là, ils sont pas censés aller à cet endroit-là. Ils veulent visiter un parc d'attractions, et finalement, non. Et ils se retrouvent dans ce chemin qui, honnêtement, pour l'avoir pris, est austère. Il va nulle part, accueillant, en plus. quoi. Et on ne sait pas ce qu'ils montent faire sur ce chemin et de la Combe-d'Ire et pourquoi ils atterrissent sur ce fameux parking dit du Martinet. Donc là, il y a un mystère qui, pour le coup, va persister, même si on va trouver celui qui leur a dit « allez là-bas ». Deuxième épisode encore. Tout à fait. Le secret de la mère. Personne ne savait vraiment qu'elle avait été mariée une première fois dans sa vie, avant Saad, avec un Américain. Personne. Et c'est l'une des nombreuses coïncidences. Vous savez, une source proche du dossier, comme on dit, m'a dit cette affaire, on pourrait écrire un livre de coïncidences. Et il s'avère que cette femme, effectivement, a eu une vie avant aux États-Unis où elle a épousé un Américain, on ne peut plus américain, etc. Et elle a vécu sous un faux prénom. Elle se faisait appeler Kelly au lieu d'Iqbal. Voilà. Et elle a disparu mystérieusement de cette vie américaine du jour au lendemain, sans donner de raison. Et il s'avère, ce qui est véritablement fou, que son ex-mari, donc ce fameux Américain, est mort le même jour d'une crise cardiaque au volant de sa voiture. On a décidé que c'était une crise cardiaque parce que ça avait l'air d'en être une. Néanmoins, y compris dans la procédure, on se rend compte qu'on s'interroge parce qu'on parle par exemple de crise cardiaque apparente. Ce terme apparente... Oui, voilà. J'ai appuyé sur l'apparent, oui. Voilà, et alors évidemment les enquêteurs français ont essayé de faire des investigations aux États-Unis, c'est allé jusqu'au FBI, et le FBI finalement a refusé d'exhumer le corps de ce monsieur, mais ça reste un élément troublant. Il y a matière à fantasmer sur cette histoire. Ah mais il y a matière, c'est même plus à fantasmer, cette affaire n'est que fantasme en fait. Cette affaire n'est vraiment que fantasme, mais des fantasmes qui ne le sont pas tant que ça, puisque toutes les pistes sont plausibles, et c'est ce qui rend fou. Comme l'a dit une autre source, ça rend fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, mais si, forcément, c'est ça. Ça tient la route. Ça tient la route. Et finalement, non. Alors, ce qui tient vraiment la route, c'est le conflit d'héritage entre Saad le mort et Zaïd, son frère. Vous l'avez vu, Zaïd? Bien sûr. Longuement. Sa vie a été bouleversée par ce soupçon. Oui, et en même temps, Zaïd est pas vraiment une personne qui est dans le registre des émotions, comme j'allais dire. C'est pas quelqu'un... Alors oui, il a été un peu heurté, néanmoins, c'est quelqu'un qui est très froid, alors, c'est un menteur, c'est un manipulateur, etc. Et objectivement, je vais vous le révéler aujourd'hui, mais Zaïd, le frère, est aujourd'hui concrètement la seule piste qui est fermée pour les enquêteurs. Toutes les autres, fermées. Celles que vous aborderez dans l'épisode 2 sont toujours en cours,
mais Zaïd, on a laissé tomber. Certes, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un manipulateur, il se déchirait avec son frère, néanmoins, il n'y a absolument rien qui permette de l'incriminer dans ce terrible massacre. Parce que moi, j'avoue que je suis séduit par la piste du tueur à gages qu'il aurait pu recruter en Roumanie, parce que elle s'est pas refermée, cette piste. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé, puisque c'était des téléphones qui n'étaient pas liés à une identité, on n'a pas trouvé qui l'appelait et qui l'appelait. C'est vrai que cette piste était très ça laisse un évidente. mystère. Ça reste un mystère, oui et non, parce que finalement, comme le disait le magistrat, vous savez, c'est une famille irakienne, mais qui a des ramifications un petit peu partout. Ce ne sont pas des Irakiens pauvres, etc. C'est les gens qui ont de l'argent, qui voyagent, qui vont de pays en pays. Donc finalement, qu'ils aient des connexions dans tel ou tel pays d'Europe, d'États-Unis, etc., c'est pas si fou que ça. Ok. La piste irakienne, alors celle-là, moi je l'ai pas trouvée convaincante. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr, il va là-bas, Assad, à Lili, pour essayer de rapporter un peu d'argent de la famille et de débloquer des fonds qui sont là-bas, et de récupérer les entreprises. Mais enfin, à la fin de l'histoire, on se demande quand même comment le régime irakien aurait pu savoir que ce jour-là, il allait aller se promener avec femme, enfant et belle-mère à la Comte de Lyre à Chevaline. Alors ça, je suis bien d'accord avec vous, Christophe. Néanmoins, comme vous l'avez rappelé, il y a cette piste de cet Irakien en prison qu'on aurait missionné pour le suivre, etc. Et mine de rien, cette piste irakienne, il y a quand même énormément d'argent, c'est très nébuleux, les enquêteurs français n'ont pas pu y aller, ni les magistrats d'ailleurs, et il s'avère que, et ça je suis pas sûre qu'on en parle, mais je vous le révèle, Saad Halili avait prévu d'y retourner en octobre, c'est-à-dire à peine quelques semaines après sa mort, avec sa belle-mère, qui elle-même est morte dans la voiture. Donc, voilà. Et il y a beaucoup d'argent, il y a des enjeux, il y a... Bon, je ne dis donc pas elle est toujours ouverte, cette piste, plus ou moins. Bien sûr. Et encore une fois, de source sûre, ce qui m'a été dit, c'est que si c'est un contrat d'un État, de services secrets, etc., on le saura jamais, parce que... voilà. Les enquêteurs n'ont malheureusement pas les moyens d'aller jusque-là. Ça paraît clair. Alors, il y a aussi la piste de cette BMW X5 bleu nuit qui est vue par les gardes forestiers sur place aux alentours de la période du crime. On n'en reparle plus jamais de cette voiture, c'est-à-dire on identifie un mec qui est arrivé dans le coin avec une BMW mais qui le jour du crime était en Italie, mais les forestiers ils l'ont vu sur place, quoi. Ils l'ont pas vu en Italie, donc là il y a un problème qui n'est pas résolu a priori. Je confirme, cette BMW, le garde forestier qui l'a vue est fan de BMW, son père a la même, il connaît parfaitement le modèle, il a jamais bougé, on a essayé de lui faire dire que c'était peut-être pas ça. Par ailleurs, nous, on a retrouvé un autre témoin qui a aussi vu une voiture avec des plaques anglaises, un type qui roulait très vite, qui descendait cette combe, qui est une route très escarpée, sur laquelle on roule de façon vraiment beaucoup plus... on roule beaucoup plus lentement. Et cette BMW, alors honnêtement, c'est pas faute de l'avoir cherchée. Les enquêteurs ont visionné des milliers d'heures de télésurveillance, de caméras, ils ont fait de la, comment on appelle ça, de la triangulation. Ils ont essayé de chercher partout et ils l'ont jamais retrouvée. Et c'est vrai que cette BMW, aujourd'hui, c'est quand même un gros point d'interrogation dans cette enquête. Et c'est encore l'une des pistes qui est suivie aujourd'hui. Alors, ce qui est magique, même dans cette affaire, c'est qu'à chaque fois qu'on embraye sur une piste, on se dit c'est la bonne. Est-ce que les gendarmes et les juges ont vécu ça comme ça ? Ah c'est, j'allais dire, les montagnes russes en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle piste, on y croit, on y va à fond, c'est plausible, ça peut coller, et finalement, on n'arrive pas à prouver, on n'arrive pas à apporter des éléments. Et finalement, en fait, toutes ces pistes qu'on aborde à la fois dans le livre ou dans la série sur Canal+, sont encore aujourd'hui à l'étude. Ce qui est fou dans ce dossier, c'est que toutes ces pistes sont toujours sur la table. 11 ans après, c'est comme si on était au jour 1 de l'enquête, en fait. Il y a des gendarmes qui sont là depuis le début, qui n'ont pas quitté l'enquête depuis plus de 10 ans ? Oui, tout à fait. Alors évidemment, pendant 10 ans, les juges se sont succédés, les enquêteurs aussi. Mais je sais qu'aujourd'hui... Alors c'est toujours la section de recherche de Chambéry qui est chargée des investigations, bien que ce soit maintenant, comme vous l'avez expliqué, sous la houlette du pôle Cold Case. Mais c'est toujours la section de recherche initiale. Et effectivement...
il y a des enquêteurs qui étaient déjà là à l'époque, avec moins de responsabilités, mais qui continuent de travailler quotidiennement sur ce dossier. C'est pas un dossier qui dort, hein. On cherche, on continue de vérifier, de chercher, en espérant qu'un jour, la chance va changer de côté, j'allais dire. Cette affaire est évidemment une occasion de tailler des croupières à la gendarmerie. Ça me paraît pas forcément très juste. En revanche, il y a un truc qui est hallucinant, c'est qu'il se soit succédé 7 juges d'instruction dans cette affaire. C'est une plaie, ça. C'est une plaie, d'autant que le dossier est vraiment tentaculaire, c'est pas c'est pas une exagération. Dans le cadre de la série, on a utilisé un dispositif qui s'appelle le Pharo, qui est une caméra qui filme en 3 dimensions et qui retranscrit la scène de crime avec des nuages de points dans laquelle on peut revenir ensuite, se promener selon différents axes. Et ces millions de nuages de points, pour moi, reflète exactement ce que c'est ce dossier. Il y a des pistes, il y a eu des investigations dans plus de 90 pays, ça fait des années... Enfin, c'est l'enquête la plus chère aujourd'hui en France. On a dépassé bien d'autres enquêtes, et aujourd'hui, tous ces points qui se promènent un petit peu comme ça à travers la planète, j'allais dire, personne n'a encore réussi à les relier entre eux. Alors reprenons quelques pistes du 2e épisode. On va commencer par le cycliste, qui est donc considéré comme collatéral, et puis d'un coup, pas forcément collatéral. On est certain, Imen Gouali, qu'il est déjà à terre, et qu'il est mort quand il est heurté par la BMW des Halili. Mort, c'est une quasi-certitude. À terre, c'en est une. Parce qu'en fait, le vélo... il est a priori descendu de son vélo. On ne sait pas s'il l'a déposé, s'il l'a acheté, dans quelles conditions. Mais le vélo n'est pas très abîmé, donc ça veut vouloir dire qu'il est descendu. Et en fait, Saad Halili, le père de famille, quand il fait son demi-tour désespéré pour essayer de s'enfuir, il roule sur le cycliste. On le sait parce que le cycliste est blessé en plus, et surtout sur le pare-choc de la voiture, sur le en dessous, il y a des traces de sang de ce cycliste. Donc, il était déjà à terre, et par ailleurs, c'est celui qui reçoit le plus grand nombre de balles. Il y a quand même 2 balles qui sont tirées en pleine tête. Donc là, on parle vraiment d'exécution. C'est pas un hasard, quoi. Mais s'il est couché au sol, et s'il est mort, c'est pas certain, mais possiblement mort avant eux, on peut envisager que le tueur est là dans un coin, qu'il le voit arriver, qu'il fait pas partie du décor, et qu'il le désigne pour pas compliquer la suite, c'est-à-dire le meurtre des Halili. C'est possible aussi. En fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que tout est possible. 11 ans après, on est incapable de déterminer ne serait-ce qu'un mobile. On est incapable de dire si la famille irako-anglaise, les Halili, était visée, si Sylvain Mollier, le cycliste français, était visé, ou si personne n'était visé, et si c'est, comme disent les Anglais, une random attack, c'est-à-dire une attaque faite au hasard par un fou, un déséquilibré qui a décidé de tuer toutes ces personnes sans véritable raison. Ou si c'est un crime d'État, tout est toujours sur la table. C'est vraiment ça qui est hallucinant dans ce dossier. Alors, il y a la piste du rival amoureux. Qui tue le cycliste parce que le cycliste lui a piqué sa femme. Elle me convainc pas du tout. Non, après, c'est vrai qu'initialement, la piste est belle. On a un rival qui était l'ami, qui était sur le point de se marier, qui était très amoureux, qui avait des projets de faire des enfants avec cette femme, et tout d'un coup, l'ami lui pique sa femme sous le nez et s'installe dans l'appartement où il vivait, fait un enfant à sa place. Donc, on veut dire qu'il y avait de bonnes raisons d'imaginer ce qu'on appelait jadis un crime passionnel. Mais effectivement, oui, mais qu'il le tue lui, d'accord. Mais que ce type, qui n'est pas un tueur professionnel, désigne à côté les 3 membres de la famille Halili, tente de tuer la petite Zainab, ça paraît fou. Tout à fait. Et de toute façon, cet homme, on a enquêté, on l'a suivi, on l'a écouté, on avait fait tout son entourage, on a vérifié. C'est vraiment pas le genre de personne qui pourrait commettre ce genre de crime. Et puis il a refait sa vie très vite. Bon voilà, il a été triste, il a pleuré, il s'en est remis. Mais par contre, il n'a pas du tout le profil d'un assassin comme celui de la Combière, quoi. Et son beau-père, Monsieur Schütz, non plus.
Monsieur Schutz non plus, même si effectivement on l'a soupçonné, ce sont les Anglais qui ont qui ont révélé cette piste, puisqu'il s'est avéré que c'est lui qui a proposé à son beau-fils d'aller faire cette promenade. Les Anglais ont aussi beaucoup dit qu'il y avait des tensions dans cette famille, qu'il n'était pas forcément content de Sylvain Mollier comme beau-fils, qui correspondait pas aux critères qu'il espérait pour sa fille unique, à qui il venait par ailleurs de céder sa pharmacie qui valait beaucoup d'argent. Après, entre-temps, moi je vais vous dire, j'ai eu Thierry Schutz au téléphone qui évidemment me dit que c'est faux, qu'ils avaient de bons rapports, que tout ça est une invention des Anglais. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a vérifié et qu'il ne pouvait pas avoir lui commis le crime et qu'a priori, il n'a pas non plus désigné de commanditaire. En tout cas, rien n'a été prouvé. Le légionnaire, quand même, alors ça, pour le coup, c'est séduisant. Enfin, ce qui est surtout, qui semble nous convaincre un peu, c'est son suicide. Le légionnaire, il faut aussi dire que c'était quelqu'un de fragile, qui avait perdu un enfant, qui a vécu des scènes de guerre très violentes. Et après... Il est intervenu sur tout un tas de théâtres d'opérations en Afrique, en Afghanistan, etc. Tout à fait. Donc, a priori, c'était quelqu'un qui était déjà fragile. Ugine, vous savez, c'est un petit village, on est dans une vallée, tout le monde se connaît. Et évidemment, quand il a été entendu par les gendarmes, ça s'est tout de suite su. Et voilà, a priori, il s'est suicidé parce qu'il a mal vécu ces accusations, il a mal vécu les regards de l'entourage, etc. Maintenant, on a vérifié, il n'a jamais eu d'armes suisses, ou en tout cas de collection. Certes, il avait des armes, il allait tirer, mais c'était des armes contemporaines. Son planning semble ne pas correspondre. Mais en fait, à chaque fois, j'allais dire même pour toutes ces pistes, c'est pour ça qu'elles sont toujours à l'étude aujourd'hui, on n'a pas complètement fermé la porte. Voilà, il reste toujours un petit peut-être qui fait que on vérifie toutes ces pistes. Alors ensuite, il y a une succession de bizarres parmi les suspects. On va commencer par William Brett Martin, qui est donc le cycliste qui découvre la scène de crime. Ce qu'on conclut à la fin du soupçon qui pèse sur lui, c'est qu'il est bizarre, et puis c'est tout. Vous l'avez vu, vous l'avez trouvé bizarre ? Il est bizarre, je vous confirme. Au départ, il était d'accord pour participer au documentaire, puis finalement, il a dit qu'il en avait assez. On est allé le voir en Angleterre, il répondait plus. On est allé sonner chez lui. Il a ouvert la porte. Il était un peu bizarre, encore une fois. Et bon, voilà, on sentait qu'il était pas très à l'aise, ce qui ne fait pas de lui un assassin, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a une série de comportements après les faits qui peuvent paraître suspects. Le fait qu'il déclare qu'il va pas s'en aller, les gendarmes lui demandent de rester à disposition, puis finalement il fuit, soi-disant pour échapper aux journalistes français. Mais que fait-il quand il arrive en Angleterre ? Il se jette dans les bras des journalistes anglais, qui sont beaucoup plus intrusifs. Il emmène avec lui ses vêtements, il les lave. Il donne pas le bon casque, même si après ensuite celui qu'il portait le jour, en tout cas de la tuerie, on n'a pas fait toutes les vérifications nécessaires, à savoir est-ce qu'il avait de la poudre sur les mains, est-ce qu'il avait des traces de sang, évidemment, parce qu'il dit avoir touché la petite fille et le cycliste. Mais c'est vrai qu'on n'a pas approfondi dans les premiers instants, qui sont les plus importants, l'hypothèse de sa culpabilité, et qu'aujourd'hui, ça reste une hypothèse. Le motard, lui aussi, il est bizarre, le motard. Marc. Oui, alors on l'a appelé Marc, puisque son nom n'est pas sorti. On l'a aussi appelé beaucoup dans la presse le chef d'entreprise lyonnais. Et lui aussi, c'est vrai que ce type qui vous dit « Ah bah oui, moi j'étais là, j'ai fait de la moto, il est passé, j'ai rien vu, j'ai rien entendu ». Et alors il dit que moi je suis allé à Doussard, parce que c'est vrai que cette affaire qu'on appelle la tuerie de Chevaline, en réalité à quelques dizaines de mètres près, se passe sur la commune de Doussard. Mais il s'avère que c'est la tuerie de Chevaline. Bon, et il explique que non, il a rien vu, il a rien entendu, alors que des gens l'ont vu, des gens l'ont entendu. C'est effectivement très étrange. Puis quand il y a eu l'appel à témoins, il aurait effectivement pu se reconnaître, puisque ce portrait robot, je crois qu'on peut dire que tout le monde l'a vu, il a fait le tour du monde, etc. Il lui ressemble ? Écoutez, a priori, oui et non. J'ai envie de vous dire oui et non. Voilà, il y a du temps qui est passé. En plus, quand on retourne le chercher, on est 10 ans après. Alors, on a essayé de fouiller, de faire des recherches sur ses ordinateurs, sur ses vêtements, sur la moto ne l'a plus, le casque non plus. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire 10 ans après ? Alors, celui qui est vraiment bizarre, c'est le collectionneur d'armes, là, John.
avec cette incroyable collection de toutes sortes d'armes. Bon, l'enquête conclut que c'est vraiment un collectionneur d'armes, un peu foldingue, quoi. Oui, en réalité, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de collectionneurs d'armes dans cette région. C'est incroyable. C'est un peu une passion. Oui, ce qui est fou, moi j'ai découvert. Alors c'est marrant parce que j'ai assimilé cette région qui est la Haute-Savoie à la Corse. C'est pas du tout une île. Néanmoins, vous avez un peu les mêmes codes. On aime les armes, on aime s'en servir, on est taiseux, on est entre nous. L'étranger, c'est celui du village d'à côté. Et c'est vrai que ce John, alors il est très spécial, mais j'allais dire c'est quasi un maniaque. Il a des lubies. Il fait des collections pendant 1 an ou 2 frénétiquement de certaines choses, puis après, il passe à toute autre chose. Et finalement, il s'est avéré que les collections d'armes, il a, vous l'avez rappelé, un nombre incalculable d'armes, de munitions, etc., mais ne correspondaient pas. Ce qui a là aussi mis dans le viseur des enquêteurs, c'est qu'on a aussi retrouvé des photos de lui où il tirait dans les bois tout seul, voilà, de façon un peu étrange. Mais pareil, on n'a jamais pu l'accrocher, comme diraient les enquêteurs. Dernière piste, alors pour le coup, celle-là, moi je la trouve sérieuse. C'est donc ce policier municipal réputé raciste. On se dit, tiens, il a le profil pour tuer des Irakiens, qui a un Luger P06, qui est l'arme du crime. Le problème, c'est qu'on comprend pas quel aurait pu être son mobile. Alors c'est vrai que cette piste, je vous avoue que moi aussi je l'ai trouvée séduisante parce que cet homme coche toutes les cases. Il est ancien policier municipal, il a été renvoyé de la police parce qu'il est raciste, provocateur, il se promène avec une bague nazie, il déteste les Anglais qui polluent le lac d'Annecy et qui font des embouteillages, donc il raye des voitures en passant pour le plaisir. On a retrouvé les photos où il pose avec Jean-Marie Le Pen, pour ne pas le citer. Il est colérique, on dit il fait peur à beaucoup de monde, il menace beaucoup de gens, pour un oui ou pour un non, il explique qu'il va tuer tout le monde. Donc c'est un type qui est vraiment borderline, qui surtout est un passionné des armes de cette époque. C'est-à-dire qu'il a une connaissance des Luger qui dépasse celle des experts balistiques. Les gendarmes hallucinent, c'est-à-dire qu'il leur apprend des choses et il adore les armes. Et il y a toute une mouvance autour de cet homme. C'est un groupe de personnes qui s'échangent des armes, il y a des vols, il y a un musée un peu étrange qui a été dévalisé tout ça est assez nébuleux. Néanmoins, on n'a rien de concret contre lui. Il n'y a pas de mobile, c'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi il va tuer 4 personnes, ce cycliste et ces 3 membres de la famille Halili, comme ça, quoi. Il n'y a rien qui le relie à la raison. Oui, mais c'est un type colérique qui dégoupille des mots de ses proches. Parce que ça serait des Anglais, alors, comme il n'aime pas les Anglais. Ou parce que son beau-père a une maison sur le terrain de la Combe-d'Ir, il connaît parfaitement les lieux, lui-même a possédé des bouts de terrain à cet endroit-là. On peut imaginer, en tout cas c'est ce que les gendarmes ont imaginé, que ce jour-là il avait envie de faire joujou, passez-moi l'expression, avec son Luger, qu'ont débarqué les Anglais, un cycliste, que pour une raison ou une autre il était mal luné. C'est quelqu'un qui à ce moment-là est vraiment instable. Néanmoins, encore une fois, on n'a rien pu prouver contre lui. Alors ce dossier a changé de main. Il a quitté les juges d'instruction d'Annecy pour rejoindre le pôle Cold Case qui a été créé par Éric Dupond-Moretti, qui donc est spécialisé dans les vieilles histoires non résolues. Vous avez vu l'une des juges d'instruction, d'après ce que j'ai compris, et elle avait eu le temps de lire les 90 tomes. Parce que c'est 90 maintenant. Très honnêtement, l'un des magistrats de ce dossier, qui est pourtant resté très 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 longtemps sur cette affaire, m'a dit que lui-même ne l'avait jamais lu. C'est tellement c'est impossible. Vous non plus, vous l'avez pas lu. Vous savez, Christophe, c'est une affaire en cours, donc je n'ai pas eu accès au dossier d'instruction. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, oui, bien sûr. Véritablement, en fait, il faut 2 ou 3 ans à temps plein, jour et nuit, soir et week-end, et vacances comprises, pour arriver à l'appréhender. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce dossier, régulièrement, les enquêteurs ont fait des points d'étape, des PowerPoint, des rappels des faits. À chaque nouveau magistrat, on leur fait une formation chevaline, j'allais dire, pour les mettre à peu près à jour, parce que humainement,
Ou alors il faudrait faire que ça à temps plein pendant, encore une fois, X années. Et c'est vrai que on a cherché dans tous les sens, peut-être allé trop, justement, dans tous les sens. Moi, je crois aujourd'hui que le nom du tueur est quelque part dans le dossier, au milieu de ces milliers de millions, c'est même des millions de pages, soyons clairs. Et que le jour où on trouvera, ce sera facile de dire on aurait dû, on savait. Mais en tout cas, on peut pas leur reprocher de ne pas avoir cherché. Voilà. Vous pensez qu'il est dans les 2 épisodes de mon histoire ? J'aimerais bien. Oui, j'espère. Avant tout pour les familles, et puis aussi, pour surtout mettre hors d'état de nuire un homme qui a montré qu'il pouvait être très dangereux. Ouais, c'est l'affaire Grégory en fait en l'état. C'est-à-dire que on a le sentiment que c'est pas certain qu'on ait un jour la vérité. C'est exactement ça. C'est l'affaire Grégory, mais d'une certaine façon inversée proportionnellement, j'allais dire, parce que l'affaire Grégory, on a saccagé beaucoup de choses d'entrée de jeu. Là, on a essayé de protéger beaucoup de choses d'entrée de jeu. On a essayé vraiment d'aller chercher partout. Vous savez, les gendarmes travaillent avec ce système qu'on appelle l'entonnoir. Ils vérifient toutes les pistes. Et puis ensuite, sauf que là, il y a j'ai envie de dire, l'entonnoir explose, déborde. Et puis, il est bouché, quoi. Je veux dire, il n'y a plus rien qui... Voilà. Et puis, oui, après, on peut continuer de se dire que peut-être un jour, quelqu'un soulagera sa conscience au soir de sa vie. Peut-être un jour, l'arme, la balistique, quelque chose va finir par parler. Parfois, il suffit de pas grand-chose, de l'ADN, en sachant que l'ADN, il y en a sur cette scène de crime, mais on n'est pas sûr que ce soit l'ADN du tueur. Oui, aujourd'hui, on peut qu'espérer qu'un jour, il y ait ce petit déclic, ce petit truc qui fasse qu'on puisse tirer un fil et arriver jusqu'au tueur. Bravo à vous en tout cas, Imen Gouali et votre collègue Brendan Kemet pour cette série qui s'appelle Sans issue et qu'on peut voir sur MyCanal et sur Canal+, et pour ce livre qui paraît chez Plomb, Affaire Chevaline, révélation sur un crime parfait. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.